Nous avons raccompagné Léonide Cellini, qui est docteur anthropologue. Il est, oui, j'ai bien dit, entomologie, pardon, je dis anthropologue, voilà. J'avais docteur en entomologie, ouais, c'est bien l'énoncé. Voilà, nous allons recevoir ensemble le docteur Jean-Philippe Omotunde Kalala. Voilà, enchanté, chercheur en histoire. C'est vous qui êtes chercheur en histoire, voilà, et en égyptologie. En égyptologie. Voilà, totalement. Eh bien, je suis toute heureuse de pouvoir annoncer que vous serez là régulièrement. Oui, quand même, on essaiera d'avoir un rendez-vous régulier. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui viennent spontanément vers moi pour me faire part justement du plaisir qu'ils ont eu à regarder l'émission et toutes les réflexions aussi que ça leur a amené. Et ça, c'est important. Alors, j'ai préparé un petit topo parce que je suis allée chercher un petit peu sur bien. le sujet. Nous avons un sujet important aujourd'hui. Avant de un dire... peu particulier, mais important. Un peu particulier. Avant de dire l'énoncé du sujet, je vais voir si je retrouve parce que c'était tellement intéressant. Quand nous avons parlé au téléphone, j'ai été sur Internet, mais en fait, c'est pas grave. Je crois que je l'ai retrouvé. Il est question du Gwoka aujourd'hui. Voilà, totalement. Et nous savons que beaucoup de population parlent du Gwoka d'une façon différente. Par exemple, en Martinique, ils vont nous parler du Gwoka d'une certaine façon. Voilà, Belay, ici en Guadeloupe, ça va être d'une autre façon. En Afrique également, enfin partout, en Guyane, etc. Nous aimerions là, avec vous, pouvoir entrer dans une nouvelle lecture du Gwoka et partir à l'origine de l'élément qui a permis de fabriquer le premier tambour, ou alors l'élément qui servait avant à les fabriquer, et aussi l'origine du mot Gwoka. C'est là où ça pose problème. Voilà. Alors je vous laisse... C'est-à-dire que ce que nous essayons véritablement de faire, et de faire comprendre, et c'est notamment le moment, puisque c'est la rentrée à l'Institut d'Histoire à Niger, où nous prenons le temps d'avoir la documentation, de l'explorer, de l'étudier, et aussi d'apprendre l'égyptien ancien, c'est important. Ouais. C'est important de comprendre deux choses. C'est que tous les peuples ont des humanités classiques. Nous, ce sont les humanités classiques africaines qui remontent à l'époque de l'Antiquité, c'est-à-dire l'Empire égypto-nubien. Et la chose, c'est que toute culture provient d'un placenta intellectuel et culturel. Donc, à partir du moment où on étudie les éléments d'une culture, en se référant à un placenta qui n'a pas donné naissance à cette culture, on passe à côté de la réalité. Ce qui veut dire que pour comprendre, par exemple, une danse indienne, si je me réfère à l'univers culturel mexicain, je ne vais pas pouvoir comprendre. En tout cas, je ne parlerai pas de cette danse-là. Je parlerai de quelque chose, mais ce ne sera pas de cette danse-là. La problématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une double déformation. La première déformation, c'est d'utiliser le paradigme occidental, c'est-à-dire le placenta intellectuel, philosophique et culturel de l'Occident, qui n'a pas donné naissance à toute une liste de traditions qu'on retrouve dans les pays du Sud. Donc, le vocabulaire, les mots, la vision n'est pas adapté à la réalité. Ça, il faut un moment qu'on se mette d'accord là-dessus, puisque c'est d'une évidence mathématique. Je constate que le problème vient du mot paradigme. Les gens ne savent pas de quoi il est question quand on parle de paradigme. Et j'apprécie tous ceux qui ont pris un dictionnaire après m'avoir entendu et qui ont été voir la définition du mot paradigme. Un paradigme, c'est un système de réflexion qui est valable pour une seule civilisation. C'est-à-dire, ce sont des postulats sur lesquels on s'est mis d'accord de manière à se bâtir un idéal civilisationnel. Mais le paradigme occidental n'est pas le paradigme chinois, c'est pas le paradigme asiatique, qui n'est pas le paradigme africain, qui n'est pas le paradigme sud-américain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, totalement entre nous, voilà, sur laquelle je voulais insister, c'est cette espèce de vision que nous avons, que l'Africain qui a été déporté et ramené aux Caraïbes était quelqu'un de totalement idiot, demeuré, et que l'Amérindien lui aurait appris des choses qu'il ne savait pas. Je tiens quand même à rappeler, vraiment, il faut faire ce qu'on appelle vraiment, il faut avoir un minimum de vérité. Il faut se mettre d'accord sur un minimum de vérité. Le niveau d'organisation politique de l'Afrique à l'époque impériale ne peut pas être comparé au niveau d'organisation politique des Amérindiens. Parce qu'en Afrique,
je renvoie les gens vraiment à la constitution du Mandé, à l'organisation politique des royaumes africains, avec des conseils d'État, avec des empereurs, avec des premiers ministres, des ministres, avec un fonctionnement qu'on appelle aujourd'hui la TVA. Ça veut dire, mais non, ça veut dire qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Vous aviez des grandes cités commerçantes où il y avait des millions d'individus qui venaient échanger des biens, non pas en faisant des trocs, comme on raconte souvent, mais en ayant de la monnaie. Hein, on sait que le premier château... Nous allons rester sur le Broca parce que sinon... Oui, totalement, non, mais c'est important parce que... Vous savez pourquoi que c'est important? Parce que quand on dit... quand j'entends, par exemple, des gens dire que les esclaves recouraient au gros cas pour s'amuser ou pour se changer les idées, c'est-à-dire c'est le paradigme un petit peu occidental de la vision négative qu'on a du non-blanc qui fait qu'on raconte des choses comme ça. Parce que quand on commence à rentrer dans la dimension scientifique de cette chose-là, on voit bien qu'il y a une science. Et c'est une chose que je constate. Chez les Dogons te disent que tout art recèle une science. Et il faut quand même ouvrir le dossier scientifique de ces choses-là. Vous voyez? Quand on prend aussi l'Égypte ancienne, hein, on a Irithyssen, qui est vraiment notre grand maître, en ce qui concerne les arts, hein, Emmet, lui-même dit qu'il y a une grande part de science dans la conception d'une œuvre d'art. Donc, qui fait que si on aborde les choses avec la vision de l'autre, on va passer à côté de la réalité. Alors, quand ils disent que le Gouka est apparu au XVIIe siècle avec l'esclavage, sa naissance résulte d'un processus de créolisation par adaptation au milieu environnement et assimilation de quelques éléments européens, ce n'est pas ça. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça parce que tout le monde sait que les racines de cette pratique culturelle adossée à un fond scientifique viennent du continent africain. Aujourd'hui, grâce aux fouilles archéologiques, nous avons retrouvé des tambours donc, qui sont de l'époque pharaonique. Donc on peut affirmer que les pharaons d'Égypte avaient de tambours un peu comme nos tambours aujourd'hui, comme le tambour djembé, puisqu'on a quand même des éléments dans des musées. Plus de djembé. Non, comme il y a deux types de tambours. Vous voyez, mais il y a même plusieurs types de tambours, parce que même le tambour à peau, je vais vous montrer des tambours à peau d'Égypte antique qui sont comme les tambours à peau d'aujourd'hui. Oui, mais ils nous disent que le tambour que nous avons là, le gouka que nous avons là, a été travaillé et ça s'appelait bamboula. Alors, la chose, c'est que il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les langues bantoues. Bantous, ça veut dire les êtres humains, voyez. Mais on a la grande sphère donc, de tous les peuples bantous qui ont tout simplement un lexique pour définir leur art et tradition. On a dans la famille des tambours un terme qui définit véritablement cet environnement artistique qui s'appelle ngoma. Lorsqu'on demande, puisque je me suis entretenu avec le professeur Bilolo sur la question, mais le N qui est avant le G, quelle est sa fonction ? Il me dit que ça, ce sont les Européens qui ont rajouté ça, parce qu'il faut qu'il y ait une consonance suffisamment forte pour faire résonner le O. Parce que le O, ça représente le bruit que fait la main sur le tambour, le fameux bao. Vous voyez l'affaire ? Donc il faut une consonance pour donner cette consistance au mot. Et c'est pour cette raison qu'on dit ngoma. Vous voyez l'affaire ? Bon. Si on prend maintenant le ngoma, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre des chants sacrés, notamment vers le bassin sud de l'Afrique. Et dans la famille des Goma, il y a un type de tambour qu'on appelle le ngoka. Et le ngoka, toujours avec le N avant le G, pour marquer la consistance, donc vis-à-vis du O, a fait qu'il y a une transgression du N vers le W, parce qu'il était toujours important d'insister sur le O, qui est en fait une tonalité vibratoire de l'instrument. Ça a changé de nom à partir de quand ? C'est-à-dire que quand les anciens sont arrivés, regardez, quand vous dites le Bel-Air, on dit aujourd'hui Bel-Air en Martinique, mais les spécialistes savent que ça vient du Mbélé, du Mboula. C'est-à-dire que vous avez ce que les Européens appellent bamboula, voyez à faire, dans les mots Kikongo, Chiluba et compagnie, vous avez cette tradition du tambour qui est Mboula.
Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc c'est le nom même du tambour. Et c'est pour cette raison que dans la tradition martiniquaise, c'est le M qui a disparu. C'est le mbélé. Vous voyez, le M a disparu, ça a donné bélé, qui fait que certains disent que ça vient de Bel Air. Mais le mot même a perdu donc cette racine du M. Et en Guadeloupe, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le N qui avait avant le G, eh ben, s'est transformé en W, mais qui s'est placé après le G, toujours pour insister sur la tonalité véritablement de cet instrument et la vibration qui en émane lorsqu'on pose la main dessus. Donc, c'est quelque chose d'important. Maintenant, en ce qui concerne l'approche lexicale, c'est-à-dire si on prend ce qu'on appelle les dictionnaires pour analyser les choses, on s'aperçoit que les mots qui sont dans les dictionnaires viennent du monde africain. Pourquoi? Parce que les mots tels que tam-tam, vous les retrouvez dans le dictionnaire hiéroglyphique. Vous voyez, vous avez kam-kam, kem-kem, avec le déterminatif des instruments à peau, qui montre bien qu'on a affaire à un instrument qui est un tambour. Vous voyez l'affaire? Qui est donc l'ancêtre du mot tam-tam. Quand vous prenez maintenant tambour, vous avez un mot, d'ailleurs, j'ai fait un petit montage, je montrerai les choses en hiéroglyphe. Mais nous allons pouvoir le montrer. Hein, voilà, vous avez justement le mot teben. Vous voyez, teben, avec le déterminatif qui est le tambour lui-même. Vous voyez, vu de face ou vu de profil, qui montre bien qu'on a affaire à un membre-phone. Donc, tout ça pour montrer que dans le paradigme intellectuel africain, il y a une lecture qui n'a rien à voir, je dirais, avec tout simplement une analyse qui serait faite en utilisant un paradigme chinois ou occidental. Ça permettra de mettre tout le monde d'accord au moins sur ça, sur cette partie-là. Est-ce que vous voulez bien nous introduire le sujet que vous avez... Voilà, alors ce que j'ai souhaité faire à travers ce petit sujet, c'est véritablement de montrer les mots. Quand on dit chanter, danser, vous voyez, aujourd'hui, ce sont des mots dont l'univers sémantique concerne la civilisation occidentale. Mais dans l'univers de notre culture africaine, ça n'a pas du tout le même sens. Vous voyez l'affaire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas pratiquer des arts et traditions sans avoir les mots réels pour définir ce que nous faisons. Alors nous regardons ensemble le sujet que vous avez apporté. Voilà. Voilà, ça c'est un clin d'œil à l'Institut puisque c'est la rentrée des classes. Et c'est vrai que notre mot d'ordre, c'est apprendre l'histoire des autres, c'est bien, mais ignorer la sienne, ben, c'est nul. Alors, la chose, c'est que justement, il y a un seul monde, mais il y a plusieurs cultures. Ça, c'est important. Ça veut dire que chaque culture possède son placenta intellectuel. Vous voyez, son placenta culturel. Donc, il faut respecter le placenta culturel d'un peuple lorsqu'on veut parler de ses arts et traditions. Donc ça, c'est important. Donc ça implique un effort supplémentaire à faire pour pouvoir comprendre de quoi on parle. Le comte de Volney, regardez ici, il dit en 1783, après avoir visité l'Égypte, cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave est l'objet de notre mépris, est celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences, jusqu'à l'usage de la parole. Donc, vous voyez bien que cet intellectuel français reconnaît lui-même que les arts et traditions de l'Europe viennent de l'Afrique. Il n'y a pas matière à discussion. Le premier corpus artistique est le Kouros. Vous voyez, à partir de moins 600, toutes les statues là-haut, ce sont les premières statues réalisées par les Européens, ce qu'on appelle le Kouros. L'homme est droit, bras droit, jambe gauche en avant. Vous voyez, avec une coiffure plutôt tressée. Lorsque vous mettez les statues africaines, qui ont 2000 ans d'antériorité pour certaines, vous voyez que vous avez la même posture. Donc on voit que c'est la statuaire du cas de l'Afrique ancienne qui a été prise pour modèle par les premiers artistes qui ont été formés en Afrique, donc les premiers artistes européens. Et là, il n'y a pas matière à discussion. Alors voilà, par exemple, après avoir utilisé l'ordinateur, vous avez ici donc un site universitaire qui avoue que lorsqu'on met la partie africaine et grecque ensemble, on voit bien qu'il y a eu un emprunt. Ici, les définitions. Vous voyez, quand on dit danse, c'est Iba. Quand on dit chant, c'est Essi. Quand on dit tambour, c'est Teben. On a Irtisen, qui est notre grand maître, en Emet. Emet, c'est l'art, mais vous voyez que c'est féminin. Parce que lorsque vous êtes artiste, vous enfantez quelque chose. Vous voyez la chose? D'où le recours au féminin. Et lui, c'est un grand maître qui a vécu il y a plus de 4000 ans, et il dit « Je suis un artiste accompli dans son art éminemment reconnu pour sa science. Vous voyez l'affaire? Et le voilà ici, la stèle est visible au musée du Louvre, avec sa femme qui est derrière lui. Donc, ce qui montre bien qu'on a une lecture propre. Vous voyez, le verbe chanter, c'est Hessi.
Pourquoi Hessi? Parce que ça veut dire vivifier une parole. C'est-à-dire c'est une parole dans laquelle on a mis une puissance pour toucher le cœur. C'est pas la parole où on touche l'intellect de quelqu'un. Là, vous voyez, Hessou, c'est le chanteur, celui qui vivifie les paroles. Et la chose, c'est que Essit, c'est le chant, Esset, c'est le chef d'orchestre. Donc celui qui va donner, vous voyez, la tonalité globale à tous les artistes qui font partie de l'orchestre. Donc ça, c'est important de pouvoir voir ça, vous voyez, avec le recours ici aux graphies africaines de l'époque pharaonique qui permettent véritablement... Et on voit les aiguillères tout à l'heure sur le trimage. Ici, vous avez la notion de parole. Les Dogons disent que le rythme musical produit par un tambour se traduit en formules types qui représentent la parole de cet instrument. Et la première de toutes les paroles a été la parole d'Ama, c'est-à-dire Dieu, qui est devenu la mère de toutes les paroles. Et on voit bien que Ika fait clarinette la palais, vous voyez, il n'y avait pas de notion de jeu. Iba, vous voyez, qui est le verbe danser. Iba, c'est le danseur qui a la main sur le cœur et qui fait le mouvement. Vous voyez, on a même danseur martial pour le mayolé, le ladja. Ça veut dire que la personne montre sa sensibilité, exprime ce qu'il y a dans son cœur. Et voilà, par exemple, un affrontement digne du mayolé ladja qui date de l'époque pharaonique. Vous voyez, qu'il y a sur le temple de la reine Hatshepsut. Oui, donc on ne peut pas dire... Quand ils font semblant de se battre dans la danse... les petits bois qu'on frappe. On ne peut pas dire que nos arts et traditions ont été faits ici, mais non. Il y a un lien avec nos ancêtres les plus lointains. Voilà le mot hiéroglyphe Teben, vous voyez le cercle qui représente le tambour frontal, et Kem-Kem qui va donner Tam-Tam, qui est l'instrument, parce que vous avez le déterminatif de la peau des animaux, vous voyez, donc qui est un instrument, un tambour à peau. Donc pour bien montrer que, voilà ça, ce sont des tambours pharaoniques, c'est-à-dire de la 12e dynastie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un tambour qui date de 4000 ans qu'on a trouvé, et donc il y a beaucoup de tambours. Les pharaons avaient leur propre tambour, avaient plusieurs tambours. Voilà, par exemple, 2 tambours ici qui datent de l'époque pharaonique. Vous voyez l'affaire? Donc c'est important. Ici, c'est encore un autre tambour qui date de l'époque pharaonique. C'est ce qu'on appelle le djembé. Vous voyez, le djembé, donc qui est ici, est tambour d'époque. Donc on a gardé finalement la même forme aussi en Afrique. Donc vous voyez le lien entre la Caraïbe et l'Afrique ici, donc le monde panafricain. Là, ce que je voulais montrer, c'est dans le fond, vous avez ce qu'on appelle un groupe à peau. Mais là, c'est une cérémonie rituelle, parce qu'avant, tout ça a été normalisé pour vraiment les énergies positives. Hein. Et vous avez le tambour à peau, vous voyez, et il s'appelle dub dub dub. Vous voyez? C'est-à-dire, comment on fait dub 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 dub. Eh bien, il s'appelle dub dub. D'accord. Vous voyez? Bon. Ici, vous avez le ngoma, qui est le nom générique des tambours dans le monde bantou. Vous avez le goma qui désigne les chants sacrés, et vous avez le ngoka, vous voyez, qui désigne un type de tambour, et c'est le N qui va devenir le W qui va donner gros K. Toujours pour insister sur le O. Ici, c'est un tambour fût utilisé par les Africains pour faire un tambour. Vous voyez, c'est un tambour qui date du Nouvel Empire, c'est-à-dire de 3500 ans. Donc on ne peut pas dire que les Noirs ont fait des tambours en fût lorsqu'ils ont vu le fût des Blancs, puisque le fût est une invention de l'Afrique. Voilà. Là, je vous montre un fût, voilà. Vous voyez, tambour embarilé. Ça, c'est dans les musées. Moi, ce que je vous montre, c'est dans les musées. Si les gens vont à Pumkakana faire les magasins et ne vont pas dans les musées pendant qu'ils sont à l'étranger, parce qu'il n'y a pas véritablement ces connaissances-là ici dans les musées, eh bien, on va rester toujours à ruminer les mêmes bêtises. Les mêmes bêtises. C'est ça la problématique. Regardez ici. Vous voyez, ici, vous avez le baril. Oui. Et vous avez l'unité de mesure qui est le quart. L'unité de mesure du baril est le quart. Et on vient vous dire gros quart, machin, mais l'unité de mesure, c'est le quart. Et le quart, c'est l'unité de mesure de l'Égypte pharaonique. C'est pour ça que ça porte le nom gros quart. Parce que les Européens parce que ça venait de ça. Mais vous avez ça. Regardez, j'ai passé des années à frapper du tambour tous les jours. Et ça, c'est le propriétaire du tambour que je vous ai montré tout à l'heure, qui a cette phrase-là dans son tambour. Vous voyez l'affaire? Et il dit, la vibration musicale était perçue comme le véhicule du Ka. Tous les événements étaient accompagnés de la vibration du Ka. Et cette vibration du Ka, comme le soleil s'élève vers le ciel. Est-ce que vous voyez l'affaire? Nos ancêtres ne font pas la différence entre l'énergie que produit le soleil pour s'élever et la vibration qui émane du tambour et qui s'élève aussi vers ce soleil-là. D'où cette notion de Ka qui représente la vibration, les forces vitales.
Il y a 7 rythmes dans le gros cas. Vous voyez? Mais c'est pas par hasard. C'est pas en claquant des doigts qu'on a fait ça. On voit bien qu'on a affaire à des initiés. Parce que 7, c'est 3 l'esprit, 4 la matière. C'est-à-dire ça représente les choses accomplies. Vous avez les 7 péchés capitaux, les 7 merveilles du monde, les 7 vertus, les 7 orifices. Ça, c'est le solfège de l'Égypte pharaonique. Parce que la notification do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, enfin, vous voyez vous-même. Vous voyez, ça, c'est la recherche scientifique et qui montre bien que les choses ont commencé dans une antériorité africaine. Moi, le problème, ce n'est pas la sincérité de l'Européen. Moi, mon problème, c'est le fait que les gens se bornent à ce que les Européens écrivent, alors que c'est de l'information arrimée à de la géopolitique. Ce n'est pas la vérité. Vous voyez, c'est la vérité de la géopolitique occidentale du moment. Mais ce n'est pas la vérité. Nous nous excusons pour si vous avez eu cette gêne qui a été occasionnée pendant la diffusion. Il y a eu des petits moments où c'était pas... Ah, c'était pas très... Il y a eu un petit souci. Alors maintenant, vous avez parlé des 7 rythmes. Voilà, les 7 rythmes. Quelle est la signification de cela? Est-ce que c'est divin, c'est spirituel, c'est quoi? Alors, il faut savoir que tout ça rentre quand même dans un cadre assez global. Premièrement, il y a l'écliptique. L'écliptique, c'est le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest, donc la grande marche qu'il a fait dans le ciel. Quand on se positionne, c'est par rapport à l'écliptique, parce qu'il n'y a aucune planète qui prend l'écliptique perpendiculaire. D'accord ? Ensuite, les planètes, il y a 7 planètes majeures. Chaque planète est arrimée à ce qu'on appelle la notion de fréquence par les voyelles, qui donne la tonalité d'un ton musical. Cette tonalité du ton musical, c'est ce qu'on va appeler le grage, le tumblak. Est-ce que vous voyez l'affaire ? Mais tout ça, c'est arrimé à des planètes. Techniquement, comment ça se passe? Ça se passe que quand vous regardez l'horizon, la planète que vous voyez apparaître vous donne le son que vous devez jouer. C'est ça qu'on appelle la notion de partition musicale. Sauf que c'est l'univers qui donne la partition. Parce qu'on est parti dans un discours qui est l'improvisation. C'est qu'on n'a pas compris que la dimension de la culture artistique africaine, elle est cosmotellurique. Elle est cosmotellurique. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est-à-dire que la partition, c'est l'univers qui va la donner. D'accord. Et lorsqu'on a été coupé de ces traditions, le principe est resté par l'improvisation. Bon, maintenant, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a 2 tambours tumblak, vous voyez, et le marqueur. Bon, pourquoi il y a 2 boulas, un marqueur? Ce n'est pas un hasard. Justement. Les ancêtres disent que les 2 tambours, vous voyez, Boula, vont s'arrimer à l'énergie donc de la Terre. Pour prendre l'énergie Terre, c'est une énergie qui est polarisée moins. C'est une polarisation négative. Maintenant, le marqueur, c'est pour l'énergie cosmique. C'est une énergie polarisée plus. Quand vous faites la résonance des 2 formes de tambour, vous obtenez une fréquence musicale qui devient une charge électrique dans le corps d'un être humain lorsqu'il se transforme en caisse de résonance. Et comme les membranes, c'est-à-dire les cellules, sont alimentées par de l'énergie, plus ou moins, eh ben c'est ça qui donne cette sensation de plaisir au corps humain, parce que vous avez une vibration musicale harmonieuse qui est arrimée à une énergie électromagnétique qui va alimenter et régénérer les cellules. Qui fait que lorsque c'est bien fait, ça donne aux cellules humaines, c'est-à-dire à l'organisme, la capacité de régénérer les cellules par cet apport d'énergie sous la forme de vibration. Alors, et c'est ce qui fait, sans couper, c'est ce qui fait qu'il y a une chose assez surprenante. On se dit, mais après avoir coupé de la canne, pourquoi les ancêtres partaient faire le tambour? Mais le tambour, c'est comme, vous avez un téléphone portable, vous mettez dans la prise secteur pour réalimenter votre batterie. C'était la même chose. C'est-à-dire que nous sommes limités par nos connaissances scientifiques. Nous analysons la chose sans basculer dans l'univers scientifique. Donc le Gokha avait cette importance-là, avait la vertu de pouvoir redonner un coup de fouet à tous ceux mais jusqu'à aujourd'hui, quand c'est bien fait, c'est-à-dire quand c'est fait dans les règles de l'art, eh bien, on voit bien qu'il y a des phénomènes particuliers qui se créent parce que nous avons quitté l'art musical pour rentrer dans un univers qui est l'électromagnétisme. Il y avait aussi une période où on disait qu'il ne fallait pas faire un rose à n'importe quel moment, il ne fallait pas danser n'importe comment, ne pas rentrer dans la ronde. Parce qu'on dit le cercle, mais ça s'appelait la ronde. Voilà, c'est-à-dire que celui qui a conceptualisé ce qu'on appelle
le cercle, c'est Ikernofret. Ikernofret qu'il a appelé Buennature. Buennature, c'est-à-dire le lieu où se manifeste ce qu'il y a de divin en l'homme. Donc, qui est la forme du cercle. Et ce cercle-là, il est arrimé aux énergies cosmiques. C'est-à-dire que quand la Lune descend, eh bien, on évite de manifester les énergies du cercle parce que les énergies du cercle sont en force descendante. Donc, c'est un cercle qui ne s'anime que lorsque la Lune est montante. Et ça, ce sont des petites choses qui paraissent comme ça, machin, mais tout le monde voit bien que quand on plante quand la Lune monte et quand on plante quand la Lune descend, c'est pas le même résultat. Donc, il fallait rester attaché à cette tradition. C'est-à-dire qu'à mon humble avis, jusqu'à aujourd'hui, il faut quand même être un minimum respectueux, parce que c'est là où on dit oui, c'est la tradition. Le problème de cette tradition, c'est qu'elle est arrimée à de la science. Celui qui ne voit pas la science vient parler de modernité. En fait, il introduit le désordre. Il faut déjà comprendre quel est le niveau de science qu'il y a dans cette chose-là. Par la tradition qui a été donnée, et aujourd'hui, tout est galvaudé. C'est-à-dire que moi, quand j'analyse, si vous voulez, notre art fondamental dans la dynamique scientifique, mais je me rends compte qu'il y a des univers de science qui sont infinis. C'est pas pour rien, par exemple, que les mouvements de danse sont conceptualisés d'une certaine façon, parce que sous les pieds, vous avez des capteurs énergétiques qui ont pour vocation d'envoyer l'énergie aux organes. Mais bien sûr. On danse pieds nus. Et vous avez aussi la dynamique des divinités. Nos ancêtres considéraient que la dernière divinité engendrée, c'est Iti. Et Iti ne naît que lorsque les gens bougent, que lorsque les gens frappent des mains. Voilà, ça s'appelle les enfants d'Iti. Les enfants d'Iti, c'est quand les gens bougent, quand les gens frappent des mains, quand les gens chantent, quand les gens truquent. On dit là, voilà, la chose se produit. Et la magie se produit véritablement. C'est-à-dire cette énergie passe. La Lune, l'équation fait la Lune. Oui, la Lune aussi peut peut nous montrer la période la plus propice pour fabriquer les roses, par exemple. Oui, parce que la chose c'est quoi? C'est que il faut être conscient. Nos ancêtres disent, c'est-à-dire aussi bien Ikernofret que Thyssen, l'art c'est de la vibration. Quand tu es un artiste, tu engendres de la vibration. Si tu ne sais pas ce que c'est que créer, ne crée pas. Voilà. Et pourtant, les dictionnaires européens vont vous dire que l'homme a la proportion naturelle à donner, vraiment à exprimer sa créativité. Dans la tradition des ancêtres, il dit il n'y a pas de... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous avons aussi une culture un peu plus portée sur la présence masculine. Très peu de femmes avaient le droit d'aller, par exemple, dans une ronde comme ça, sans que ça soit une ronde exceptionnelle. Par exemple, pour son mariage, elle pouvait danser. Mais aujourd'hui, on voit que les femmes investissent cette ronde, prennent cette ronde et rentrent dedans et dansent. Et avec, ou comme il disait avant, quand la femme était dans sa période mensuelle, il ne fallait surtout pas passer à côté d'un tambour. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Est-ce que vous pensez que tout ça devrait reprendre un peu Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. Nous sommes issus d'une tradition matriarcale. La tradition matriarcale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdit formulé aux femmes. D'accord? Maintenant, cette tradition, ça rime au fonctionnement cosmotellurique. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a accès à tout qu'on peut aller partout. Et c'est valable pour l'homme aussi. Vous voyez l'affaire? C'est-à-dire les choses se font dans ce qu'on appelle la complémentarité et l'harmonie. Vous voyez par exemple en Égypte antique, ce qu'il y a de très particulier, quand on a la partie musicale, vous voyez que tout ce qui est de l'ordre du chacha, des choses comme ça, des vocalises, tous les instruments ayant une tonalité aiguë, très souvent ce sont les femmes qui sont... Parce que, en fait, vous avez une divinité qui est Hathor, qui est une divinité féminine, qui a pour vocal... Parce qu'il faut savoir une chose, le féminin multiplie le masculin. Oui, forcément. Donc c'est pour ça que la présence du féminin... Parce que c'est le féminin qui engendre, qui le féminin multiplie le masculin. Ça, il faut en être conscient. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de peuples issus du patriarcat parce qu'ils étaient des nomades. Mais nous, on n'était pas des nomades. Nous étions des sédentaires. C'est pour ça qu'on a eu des femmes reines, des femmes papes, des femmes générales de l'armée. Mais la chose, c'est que le tout est fait dans un arrimage énergétique. Vous voyez, le féminin multiplie le masculin privé du féminin est stérilisé. Mais le féminin a une place. C'est-à-dire le féminin, vous voyez, c'est de l'ordre des sons aigus.
le masculin, c'est de l'ordre des sons vraiment graves. Vous voyez l'affaire? Maintenant, la chose, c'est que moi, je vous dis, de ce que je vois sur la totalité des centaines de documents que nous avons, c'est que les instruments, tels que tout ce qui est de l'ordre du chacha, tout ce que, voilà. Voyez, tout ce qui est de cet ordre-là, c'est de l'ordre des femmes. Ça continuera et puis le combat sera certainement le chant et compagnie. Non, c'est-à-dire que la chose, si nous devons revenir aux traditions... Non, c'est-à-dire que moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que notre culture, elle est suffisamment riche, vraiment, pour nous apporter des réponses à toutes les formes de questions que nous nous posons sur la direction et l'évolution que nous pouvons accorder à un certain nombre de choses. Eh bien, nous aurons lundi prochain l'occasion de revenir avec vous sur un autre sujet historique. Totalement. Nous allons pouvoir... Nous vous donnons ce rendez-vous d'ailleurs et vous confirmez ce rendez-vous-là. Totalement. Je dirais les sujets sont vastes, mais c'est vrai que... Mais nous ne parlerons pas de quel sujet, parce que là, nous allons partir. Je vous laisse saluer votre public. Totalement. Alors moi, je vous dis... Ça a été un vrai plaisir. Enfin, moi, vraiment, je dirais que c'est la rentrée à l'Institut Anijar et j'invite tout le monde à venir nous rejoindre à l'Institut. Le numéro de téléphone 06 90 690 646. Il y a pas alors, plus vous nous parlerez aussi vous nous parlerez aussi de cet institut lundi prochain. Vous nous direz ce que vous proposez à cet institut-là. Nous vous disons merci d'être resté avec nous. Nous vous souhaitons un très très bon appétit. Nous serons avec vous demain pour une autre émission, Raphaël et vous. À bientôt.